La crise d'adolescence est une période critique autant pour l'enfant que les parents. L'enfant développe des comportements parfois inadéquats qui peuvent se répercuter à l'école. D'où le thème d'aujourd'hui, enfants, adolescents et rebelles en milieu scolaire. On en parle avec nos invités du jour, juste après ceci. Ma chérie, tu fais quoi dans les rangs? Depuis le matin, je suis ici pour écraser mon maïs. Hé, ma chérie, tu perds ton temps. Moi, je viens du marché comme ça avec mon sac de Ebly Food, la farine de maïs déjà emballée. Ebly Food? Ebly Food, c'est de la farine de maïs naturelle, bien traitée, bien conservée et débarrassée des débris, cailloux et poussières. Disponible partout en format de 1 kg, 2,5, 5 et 25 kg, et ceci moins cher. Téléphone +228 92 27 05 05 22 25 54 84. Ebly Food, que votre nourriture soit votre médicament. De retour sur ce plateau, pour en discuter, je reçois pour vous deux charmantes personnes. Je veux parler de M. Marc Efavi, qui est psychologue. Bonsoir M. Marc. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Très bien, chez vous? Ça va également. Nous vous remercions de nous avoir honorés de votre présence. Merci beaucoup. Et de M. Guy Kokovi-Nikwele, qui n'est plus à présenter, bien sûr. Monsieur le juriste, bonsoir. Bonsoir madame. Comment vous allez? Je vais très bien. Bienvenue à la maison. Merci beaucoup. D'entrée de jeu, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va essayer de comprendre les termes adolescence et rebelle. Pour vous, monsieur Marc, on parle de rébellion, rebelle, ça vous fait penser à quoi? Merci d'abord. Bon, je vais aller directement. Rébellion chez un enfant, c'est d'abord un état d'humeur où un état d'abord où l'enfant a des sauts d'humeur et développe une certaine agressivité, une certaine irritabilité face à l'adulte. Face à l'adulte. Et non, pour vous, c'est quoi un adolescent? Un adolescent, c'est quoi? Un adolescent, c'est d'abord cette personne même qui est en cours de maturation, qui n'est plus un enfant, mais également qui n'est pas encore un adulte. Ouais. Et disons que c'est cette personne qui entre dans cette phase où il perçoit les caractères sexuels primaires et dans cette phase est caractérisée par tout ce que je viens de dire, un saut d'humeur, des irritabilités et beaucoup d'agressivité. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge pour pouvoir recadrer c'est quoi un adolescent? Si on veut dire maintenant un adolescent, c'est quoi la tranche d'âge qu'on peut donner à un adolescent? D'abord, pour la tranche d'âge, c'est vraiment difficile parce que chaque auteur a sa manière de voir. Mais je peux le dire que ça peut commencer à partir de 12 ans où l'enfant commence par percevoir les caractères sexuels primaires et ça s'enchaîne avec la puberté à partir de 16 ans. Les mêmes questions pour M. Guy. Quand vous entendez parler de la rébellion, de l'adolescence, ça fait penser à quoi? Bon, disons que merci d'abord pour l'opportunité. Je suis très heureux de partager le plateau aujourd'hui avec un psychologue et je pense qu'avec lui, nous essaierons, n'est-ce pas, d'aborder le thème dans toute sa diversité possible. Alors, pour revenir sur la première question qui consiste, n'est-ce pas, à décliner la notion d'adolescence, d'accord? C'est ça, c'est la notion d'adolescence, voilà. Je dirais que cette question, au fait, a suscité un certain nombre de réactions de la part des auteurs, ce qu'on appelle dans notre jargon communément de la doctrine, c'est-à-dire des gens qui se sont investis à creuser, à réfléchir sur le concept d'adolescent ou bien d'enfant. Et à l'état actuel de l'avancement de la réflexion, le thème retenu, au fait, est l'enfant. C'est pourquoi dans notre droit positif togolais, le législateur a parlé plutôt de l'enfant
on parle plutôt de droits de l'enfant, du point de vue même de la, comment dirais-je, de la charte régionale du droit de l'enfant et du bien-être, vous voyez que le législateur communautaire aussi a parlé de l'enfant. Au niveau même du système des Nations Unies, il y a cette fameuse convention qu'on appelle Convention internationale relative aux droits de l'enfant, où on a utilisé également l'expression enfant. Donc, pour dire en réalité que le thème adolescent du point de vue juridique est quasiment absent. Vous voyez un peu ce qu'on peut dire pour l'instant. Alors, si véritablement on veut pousser un peu la réflexion, dans la démarche du législateur togolais, un enfant, c'est tout être humain qui a moins de 18 ans. Voilà la définition classique que l'on peut retenir. Maintenant, pour vous, c'est quoi la rébellion? La rébellion, disons que c'est, comment dirais-je, un terme assez qui regorge un certain nombre de réalités politiques, réalités psychologiques et puis réalités économiques parfois. Pourquoi? Parce que c'est difficile de pouvoir qualifier tel acte de rébellion si éventuellement on ne réunit pas un certain nombre d'éléments qui matérialisent au fait l'acte. Donc, du point de vue de notre code pénal, la rébellion, c'est quoi? C'est tout acte, n'est-ce pas, qui consiste à remettre en cause une autorité légalement instituée. Vous voyez, quand on est dans ce paramètre, ça voudrait dire qu'on peut qualifier ce acte de rébellion. C'est-à-dire, vous rébellez contre l'autorité. Vous pouvez rebeller contre, n'est-ce pas, l'autorité parentale, c'est-à-dire les parents. Donc, du point de vue familial aussi, on peut rebeller, n'est-ce pas, contre l'autorité des parents. Du point de vue éducationnel, dans les milieux éducatifs, on peut se rebeller aussi contre comment dirais-je, les premiers responsables de l'éducation. Donc, c'est un acte qui vient défier une autorité légalement instituée. Voilà ce qu'on peut retenir. Justement, ça cadre correctement avec notre sujet du jour. Je m'en vais vers M. Mac. Vous avez en pourtant défini l'adolescent comme un enfant, disons, vous avez quantifié ça, si on peut le dire, de 12 ans à 16 ans, qui commence par avoir les caractères sexuels primaires. Oui, oui. Donc, je m'en vais de ce pas vous poser cette question. Dites-moi, quels sont les signes, prémices qu'on peut pouvoir déceler chez un adolescent? On a un enfant qui grandit, peut-être il y a les parents qui ignorent, l'enfant est en pleine crise, on ne sait pas. Et on ne sait pas comment aussi coacher l'enfant pour pouvoir l'orienter ou bien pour pouvoir l'assister, mais nous sommes dans le bleu. Maintenant, quels sont les signes précoces, les prémices pour pouvoir savoir que mon enfant, à part l'âge bien sûr, est en train de rentrer dans une crise d'adolescence? D'abord, merci. Du point de vue psychologique, nous parlons d'une pensée que Piaget a dénommée de la pensée hypothético-déductive, où l'enfant commence par rentrer dans la période où il peut effectuer les calculs purement formels. Et maintenant, dans cette période, on peut observer le fait que l'adolescent réclame l'autorité, réclame sa place, et essaie de s'affirmer, une affirmation de soi, une affirmation de sa personnalité. Il veut même s'imposer devant ses parents, un changement d'humeur où on ne comprend plus, il change d'une manière subite. Et en tout cas, avec ces signes précurseurs, on peut identifier cette étape d'adolescence qui commence chez l'enfant. Si par exemple, je suis toujours avec vous, si par exemple de nature votre enfant est du genre, je suis têtu, donc vous le dites, la personne dit non. De nature, avant l'âge de la puberté ou bien avant l'âge de la crise d'adolescence, votre enfant a déjà de nature ses caractères. Mais non, quels sont les caractères qui viennent s'ajouter pour mettre la différence? Parce qu'il y a des enfants aussi de nature comme ça, tu lui dis quelque chose, ils se rebellent de naturellement, même s'ils ne sont même pas en crise. Peut-être les enfants de 2 ans, 3 ans, ils commencent par faire ça, mais ce n'est pas quand même une crise d'adolescence. Ce sont des caprices d'enfants. Maintenant, comment mettre la différence à part ce que vous venez de dire? La différence est claire. C'est-à-dire qu'il y a une composante organique qui s'ajoute, et la composante organique là se manifeste au niveau de sa puberté, une composante sociale
où il va à l'encontre de toutes les lois. Et cette opposition est vraiment récurrente, répétitive sur plusieurs jours ou semaines, etc. Et il y a une composante spirituelle où il devient comme étant une personnalité antisociale. Mais en réalité, ce n'est pas ça, c'est une étape critique pour cet enfant. D'accord. Et je balance la parole à M. Guy. Selon vous, M. Guy, quels sont les comportements, c'est-à-dire les prémices d'une crise d'adolescence? Parce que nous sommes là, on a des enfants, on ne sait pas si c'est une crise ou pas, on continue par les éduquer. Autant savoir et autant aussi prendre nos responsabilités pour pouvoir les cadrer. Donc je vous demande, selon vous, quelles sont les prémices d'une crise d'adolescence? Je crois que bon, cette question, elle est a priori embarrassante pour un juriste, hein, parce que ça révèle beaucoup plus de la dimension psychologique, de la dimension sociétale, si je peux le dire ainsi. Bon, mais je dirais que pour caricaturer un peu ce que mon cher collègue vient de le dire, du point de vue psychologique, c'est vrai que quand tout être humain qui grandit avec un certain nombre de considérations en lui, il grandit avec sa perception des choses, et ce sont l'ensemble de ces éléments au fait qui formatent son état d'esprit. Alors ça peut être bénéfique ou bien ça peut être négatif pour lui. Bénéfique, ça voudrait dire que l'enfant fondamentalement cherchera, n'est-ce pas, toute perspective qui lui permettrait de s'affirmer socialement pour dire que, bon, tout compte fait, moi aussi j'existe, c'est-à-dire il va chercher à poser un certain nombre d'actes qui lui permettent, n'est-ce pas, d'exister. Alors, tout dépend de sa perception au fait de la chose et aussi du milieu social dans lequel cet enfant évolue. C'est pourquoi j'ai parlé de deux approches. L'approche sociétale, bien sociologique, c'est ça qui met en évidence au fait toute l'éducation que cet enfant a eue depuis le bas âge jusqu'à, n'est-ce pas, cette crise d'enfance ou une crise d'adolescence que nous sommes en train de dire. Donc, c'est la perception qui permet, n'est-ce pas, de s'affirmer, de s'identifier par rapport aux autres membres de la communauté dans laquelle il vit et aussi par rapport aux prises de position que l'enfant cherche, n'est-ce pas, de prendre. Parce que tout compte fait, il voit beaucoup de choses, il voit un certain nombre de choses, il attend beaucoup de choses et c'est ça qui formate, n'est-ce pas, toute sa personnalité. Et quand on est en face d'une éventuelle crise, ça voudrait dire que ce sont les conséquences qui sont perceptibles en termes de, comment dirais, en termes de concrétisation de ce que l'enfant a perçu. Vous voyez, donc c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus à une action. L'action, elle est beaucoup plus manifeste, elle est directe, on voit les manifestations qui sont beaucoup plus matérielles et c'est là où, comment dirais-je, le phénomène est beaucoup plus visible chez l'adolescent et on pourra parler éventuellement, comme le collègue vient de le dire, comment dire, de la dimension spirituelle qui ne relève pas totalement d'un domaine rationnel et les psychologues sont mieux placés pour, n'est-ce pas, décrypter cet aspect-là. Ok, le psychologue, je vais beaucoup le déranger ce soir. En fait, je vais donner un exemple palpable. Il y a dans le quartier donc un enfant qui développe ses crises d'adolescence. Pendant ces crises d'adolescence, le comportement que l'enfant a adapté, il y en a deux. L'injure à tout le monde. Injurer tout le monde. Tu lui as fait, tu as l'injure. Et le second comportement que l'enfant a développé, c'est le vol. Le fait de piquer les petits coins de ses parents et aller bouffer à l'école parce qu'il voit ses amis le faire. Est-ce que ça là, c'est une partie, disons moi je pense que c'est une crise parce que l'enfant ne l'avait pas et c'est suite quand il grandissait en voyant ses amis le faire que l'autre aussi il a copié ses comportements. Est-ce qu'à part cela, il y a d'autres, disons, d'autres exemples que vous pouvez nous apporter pour pouvoir éclairer nos téléspectateurs qui nous suivent? Parce que nous sommes du genre curieux, on veut les choses terre à terre pour mieux comprendre. Ok, merci. D'abord, cet exemple, oui, c'est bien, mais le problème est que ça peut être une crise d'adolescence, oui, mais cette crise d'adolescence peut être poussée à la longue jusqu'à ce qu'on remarque après que cet enfant était d'une personnalité antisociale, mais c'était un kleptomane. Mais ça peut être une forme de la manifestation de sa crise d'adolescence
Mais ça ne se limite pas à ça. En fait, c'est en fonction de son environnement, du style éducatif des parents imposés en famille, ou également de tout son environnement, que ça soit scolaire, toutes ses sphères de vie. C'est en fonction de ça, il va manifester une crise d'une manière ou d'une autre, ou même d'autres, la crise est presque inexistante. Mais elle est toujours là. Par exemple, le fait de dire non aux décisions des parents, c'est un exemple où on dit à l'enfant de faire tel, il refuse, il fait ce que peut-être ses amis ont fait, il dit que c'est ça aussi il veut faire, alors que le niveau socio-économique des parents diffère. Peut-être, ça peut être une sorte de fugue, une sorte de décrochage scolaire, une sorte de bagarres répétitives parce qu'il veut s'affirmer, etc., etc. D'accord. Donc, je reste toujours avec vous en tant que parent pour vous déceler ces comportements. Comment vous pouvez réagir pour pouvoir recadrer l'enfant ou bien mieux le comprendre afin d'affirmer votre éducation? Parce qu'éduquer un enfant, c'est éduquer toute une nation, si on le dit. Premièrement, il faut d'abord voir quel style éducatif le parent utilise. En tant que parent, on utilise pour éduquer son enfant. Est-ce que c'est autoritaire? Si c'est autoritaire, alors qu'est-ce qu'il faut corriger? Mais le meilleur style en ce moment, c'est le style démocratique où il faut quand même donner la parole à l'enfant pour qu'il puisse s'exprimer, l'associer aux différentes décisions. La deuxième chose, c'est que lors de cette crise, il faut accompagner l'enfant. Il faut être toujours disponible pour l'écouter, pour manifester envers lui une certaine affection, la présence des parents pour l'accompagner, un suivi personnel. Parce que déjà, les adolescents n'aiment pas l'humiliation en société, le reprocher des trucs en société. Peut-être l'enfant fait quelque chose juste devant tout le monde. On lui dit que non, on ne fait pas ça. Mais souvent dans nos sociétés, on dit et tout le monde crie sur lui. Ces situations d'humiliation doivent être évitées. On doit l'accompagner dans un climat d'affection, l'écouter, le parler avec lui, etc., etc. Vous avez parlé tantôt de l'enfant n'aime pas une humiliation publique. Moi, j'ai vécu un cas où j'ai humilié l'enfant en public et c'est là l'enfant s'est corrigé définitivement. C'était bizarre. C'est un enfant, quand tu vas pour chercher l'enfant à l'école, l'enfant n'est jamais sur place. Quand les autres sont là, toujours élément perturbateur. Donc il a fallu, à un moment donné, quand j'étais allée, j'étais énervée le jour-là. Et j'ai pris, comment dirais-je, le plamato. On peut comprendre pour les corriger. C'est qu'on a défendu le bâton et je lui ai donné un coup et je lui ai dit toujours c'est toi, toujours c'est toi. C'est pas moi le fait de lui avoir corrigé qu'il a fait mal, mais c'est le fait que ses camarades ont répété la phrase que j'ai dit plusieurs fois. Donc l'enfant s'est senti humilié, l'enfant a coulé les larmes et depuis ce jour, ce comportement ne s'est plus répété. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que d'autres, c'est l'effet contraire qui leur permettent de changer ou bien chaque enfant avec sa manière d'assimilation? Oui, merci. La manière d'assimiler, d'apprendre un événement est différente de toutes sortes d'enfants. Et je suis sûr que l'enfant a acquis le fait que, en fonction de comment ses amis ont réagi, il a su vite comprendre que ce n'est pas le comportement normal qu'il faut adopter, mais ce n'est pas le cas pour tous les enfants. Et nous appelons quelque chose le TDAH, le trouble d'hyperactivité. Ça peut être ce trouble dont a animé l'enfant. Si c'était réellement ce trouble, je ne pense pas que ça va changer parce que c'est un trouble qui va persister. Oui, il faut des corrections, des accompagnements, à part la gestion de cette crise. La même question pour M. Guy, même s'il n'est pas psychologue. Vous êtes un grand frère, un parent quelque part ou bien un parent en devenir. Donc on apprend toujours. Dites-moi, comment les parents doivent s'y prendre pour pouvoir canaliser leurs enfants en période de crise d'adolescence? Ok, merci pour la question. Je l'ai dit dès l'attente de cette émission que
Et c'est un plaisir, n'est-ce pas, de partager le plateau avec mon cher collègue, le psychologue. Et je tire un certain nombre d'éléments qui me permettent également de former, n'est-ce pas, de construire, n'est-ce pas, ma démarche. Je comprends, en fait, toute la pertinence de la question. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le constat est qu'il y a, n'est-ce pas, une tentative, je dirais, une tentative de crise, de démission, si je peux le dire ainsi, des parents. Ce qui fait que, naturellement, les enfants ont l'impression que le style de communication n'est plus constant entre les parents et les enfants aujourd'hui. Quand vous regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, vous posez la question de savoir est-ce qu'il y a vraiment cette présence permanente, constante, n'est-ce pas, des parents. Donc si éventuellement cette crise de confiance n'est pas rétablie, ça voudrait dire que l'enfant se voit toujours dans une sphère qui lui est totalement opposable des parents. Donc les perceptions seront beaucoup plus différentes. C'est-à-dire les parents ne sont plus perçus comme une manifestation de normes légitimes, mais il se dit, il réclame au fait son autonomie de façon illégale, si je peux le dire ainsi. Donc c'est pourquoi j'insiste beaucoup plus sur la communication entre les parents et les enfants et aussi la disponibilité de les écouter, qui fait partie, n'est-ce pas, d'une composante de l'éducation de la famille. Parce que parfois, on confond les choses, on confond l'éducation et l'instruction scolaire, alors que ce sont deux choses carrément différentes. Donc, il faut véritablement créer, n'est-ce pas, un forum, un cadre dans lequel cette éducation, cette forme de communication doit être permanente entre les parents et les enfants. Sinon, les enfants vont choisir, n'est-ce pas, le mode de vie, le style de vie qui les convient. Et c'est ça d'ailleurs même que parfois ils sont obligés d'apprendre des choses sur des réseaux sociaux un peu partout. Et on voit les résultats aujourd'hui dans certaines communautés où il y a un enfant qui fait la une de l'actualité, qui suscite, n'est-ce pas, de la peur, de l'inquiétude, n'est-ce pas, de toute une nation. Donc il faut véritablement le faire. Du point de vue aussi, n'est-ce pas, étatique, l'État joue également sa partition dans ce processus-là de, comment dirais-je, d'éducation des enfants aujourd'hui. Parce que quand on regarde tout le chapelet de programmes éducatifs aujourd'hui qui est piloté par le ministre Kokoroko, on voit la dimension morale dans ça aujourd'hui. Et que personne plus n'en doute que le CM est devenu une matière obligatoire. Alors, qui apporte, n'est-ce pas, toute son importance dans ce processus-là de maturation, de maturité des enfants. Donc, je crois que ce volet est très important, la communication surtout. Ok. C'est sur le volet de la communication, on marque une petite pause, on se retrouve juste après ceci. Ma chérie, tu fais quoi dans les rangs? Depuis le matin, je suis ici pour écraser mon maïs. Hé, ma chérie, tu perds ton temps. Moi, je viens du marché comme ça avec mon sac de Ebly Food, la farine de maïs déjà emballée. Ebly Food? Ebly Food, c'est de la farine de maïs naturelle, bien traitée, bien conservée et débarrassée des débris, cailloux et poussières. Disponible partout en format de 1 kg, 2,5, 5 et 25 kg, et ceci moins cher. Téléphone plus 228 92 27 05 05 22 25 54 84. Ebly Food, que votre nourriture soit votre médicament. De nouveau sur ce plateau, si vous venez de nous capter, je suis sur ce plateau avec de charmantes personnes, M. Marc et M. On parle d'enfants adolescents, eux rebelles en milieu scolaire. C'est le thème d'aujourd'hui qui est captivant. Restez des nôtres pour la fin. Et la seconde question que je vais poser à M. Guy, dites-moi, M. Guy, c'est vrai que la rébellion ne se passe seulement à la maison, ça peut être à l'école. Si. À l'école, c'est vrai que les enseignants font leur part en suivant les élèves, leurs élèves. Mais est-ce que cela suffit? Non, personnellement. Mais comment un enseignant et un parent peuvent s'entendre pour pouvoir ramener un enfant égaré plus ou moins, si vous nous prêtez le nom, sur le bon chemin?
Merci pour la question. Je crois que la question révèle beaucoup plus, n'est-ce pas, le volet institutionnel de la chose. C'est-à-dire là, on est carrément dans une sphère qui relève du monopole de l'État. D'accord? Et par principe, l'enseignant a l'entière responsabilité sur l'enfant du moment où il est, n'est-ce pas, dans sa zone, n'est-ce pas, d'intervention. Alors, le rapport ou bien la relation que doit exister parents et enseignants. Je crois que nous avions quand même adopté un schéma qui est classique même d'ailleurs aujourd'hui. Je pense que les parents sont représentés par ce qu'on appelle entre griffes les comités des parents d'élèves. Voilà, exactement. Donc, qui font d'énormes travail, qui appuient, n'est-ce pas, tout le personnel enseignant dans un milieu donné. Mais concrètement, je pense qu'il faut innover. Il faut innover notre système éducatif. Hein. Je le dis ici, pas que je suis en train de faire la publicité, n'est-ce pas, de mon professeur Kokoroko. Il a beaucoup apporté d'innovation dans le système éducatif aujourd'hui. Raison d'ailleurs même que si ECM est devenu une matière obligatoire, ça voudrait dire que l'État même a pris conscience, n'est-ce pas, de l'importance surtout des enfants. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est toujours l'aspect communicationnel. Aujourd'hui, comme le collègue psychologue vient de le dire, je ne pense pas qu'un enseignant devrait être dans de Léviathan, c'est-à-dire un enseignant qui fait peur. Je pense que ça a des effets psychologiques. Hein. Moi, je me rappelle quand nous étions encore enfants, il y a des enseignants, avant même qu'ils n'arrivent, c'est que vous êtes en train de faire du pipi. Donc aujourd'hui, la méthode a relativement changé. Donc ça fait qu'on crée cette atmosphère, cette ambiance, je dirais même cette coopération entre apprenants et enseignants. Donc ce qui fait que l'enfant ou bien l'apprenant se voit beaucoup plus rassuré. Il se dit, je ne suis pas en face d'un adversaire, mais je suis en face de quelqu'un qui viendra m'apporter le bien-être éducatif, n'est-ce pas, pour construire ma personnalité, construire mon avenir. Donc, je pense que c'est très important aujourd'hui que la méthode ait relativement changé hein, avec l'abandon des bâtons. C'est vrai qu'il y a eu des discussions dans les milieux associatifs aujourd'hui que certaines forces résistent encore pour le retour des bâtons, mais je pense que l'innovation doit être pousser beaucoup plus loin pour voir quelles devaient être les différentes alternatives permettant, n'est-ce pas, d'accompagner les enfants, même en dehors de leur cadre scolaire. Et je pense que les parents aussi, ils jouent leur rôle, même si ça semble qu'il y a cette tentative de démission, mais qu'il y a cette démission partielle, ça continue. Hein. Je salue d'ailleurs même certains parents qui le font. Il y a aussi des accompagnements de certains organismes et non gouvernementaux qui font aussi leur job, des associations. Donc, il faut encourager ces acteurs-là, n'est-ce pas, à pousser le bouchon beaucoup plus loin pour le bonheur de toute notre nation. Monsieur Merck, dites-moi, la même question vous revient. Enfants rebelles à l'école, comment les parents et les enseignants doivent s'y prendre pour remettre l'enfant sur le droit chemin? Bon, merci beaucoup. Comme M. Guy l'a dit, c'est beaucoup plus un volet institutionnel qui concerne beaucoup plus l'éducation formelle, et il faut associer également les parents, les enseignants et tous les autorités qui sont dans le domaine de l'éducation. Mais d'abord, il faut créer un climat de confiance entre l'enseignant et l'élève. Il faut que l'enseignant adopte une pédagogie différenciée qui va lui permettre de connaître chaque élève. L'élève là, il est comme ça, il est comme ça. Malheureusement, avec les effectifs dans nos classes, c'est compliqué, mais quand même, je félicite les enseignants là qui arrivent à pouvoir le faire quand même. Et avec ce climat de confiance, le parent doit être présent, pas forcément venir suivre son enfant en classe, mais doit être présent auprès de l'enseignant pour voir, mon enfant, comment il réagit. Exactement. Il est comment. Et ensemble avec la direction, avec l'association des parents d'élèves, avec le surveillant, etc., on suit l'enfant, on voit à quelle heure il vient, etc. On le suit, il y a des suivis, où on peut créer même des associations qui prennent en charge ces enfants, où on leur
parlons-leur, bon, si je peux dire on leur conscientise, on leur dit, ah, ok, il faut faire comme ça, tu auras tel résultat. Et après, avec les parents, faut pas être derrière l'enfant comme si c'était un lion qui guette l'hyène pour la dévorer. Non, il faut plutôt apporter son soutien, être présent. Même si le parent n'est pas présent, il faut quand même chercher un auxiliaire de vie scolaire pour l'enfant qui va l'accompagner, qui va relever ses difficultés, et ensemble avec le parent, ils vont trouver des... Et surtout là, ce qui aussi cause beaucoup plus la rébellion, c'est l'argent de poche d'un enfant. Et parce que arrivé à l'école, il va voir que lui il reçoit 25 francs alors que les autres sont à 100 francs. Il va venir pour papa, pourquoi? Il commence. Il y a aussi un volet économique de la chose que les parents doivent prendre en compte. Oui, justement, la question à venir va s'attaquer à là. Volet économique, oui, mais l'enfant ne peut pas obliger ses parents à lui donner un standing de vie dont les parents ne possèdent pas, je suis désolée. Mais non, comment arriver à pouvoir, pas canaliser totalement, mais à pouvoir orienter son enfant vers de bons amis. C'est parce qu'on voit, si maintenant, moi, mon papa est cultivateur, je mange l'igname à la maison avant d'aller, on me donne 100 francs. Je ne peux pas aller me comparer à un enfant de ministre à qui on va lui donner 56 000 d'argent de poche ou bien de déjeuner. Je suis désolée, on n'a pas les mêmes standings sociaux. Mais comment alors, en tant que parent, pouvoir avoir un œil sur les amis de nos enfants pour que au moins nos enfants savent d'où ils viennent et fournir l'effort pour pouvoir atteindre un autre level, si on peut le dire? Bon, d'abord je dirais qu'il faut parler avec l'enfant sans toutefois perdre son autorité, pas forcément l'autorité où il faut imposer, non, mais sa responsabilité, sa place de parent devant l'enfant, non. Mais dans cette discussion, il faut faire comprendre à l'enfant que, en fonction des moyens, voilà ce que nous pouvons faire et essayer de s'améliorer devant l'enfant. Parce qu'on ne peut pas essayer de parler à l'enfant et après on reste figé juste comme ça. Il faut des gestes, des petits gestes pour encourager l'enfant quand même à comprendre la situation, à accepter cette situation. Et de temps en temps, il faut récompenser l'enfant en fonction de son travail, etc., etc. Et dans cette situation, le parent aussi doit faire l'effort. Merci beaucoup, Monsieur Marc. La même question pour Monsieur Guy. Dites-moi, Monsieur Guy, comment en tant que parent, on peut contrôler les amitiés de nos enfants? C'est-à-dire, moi, je suis issue d'une famille modeste, mais mon enfant à l'école a des amis riches. Ils ont des amis riches et ils veulent m'imposer leur train de vie. Mais ma situation sociale ne me permet pas de leur satisfaire. Donc, comment alors, en tant que parent modeste, je peux rééduquer mon enfant pour que le train de vie des enfants nantis ne s'impacte sur l'éducation de mon enfant? Je crois qu'il y a trop volé, des choses pour ce qui concerne la réponse à apporter. Mais avant ça, je pense convoquer la citation d'un auteur allemand que j'aime très bien, Karl Marx, qui disait dans son fameux livre Le Capital que l'homme produit des informations qu'il reçoit. D'accord. Alors, le premier volet, c'est le volet familial. Qu'est-ce que je mets dans ça? C'est-à-dire que les parents ont tout intérêt à partager, n'est-ce pas, toute leur histoire avec leurs enfants. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On a l'impression que certains parents ont cette complexité à pouvoir dire exactement ce qu'ils sont et ce qu'ils font à leurs enfants. Donc, il ne faudrait pas donner des informations, présenter, n'est-ce pas, un style de vie qui est relativement différent de ce que vous-même vous menez, et ça va créer, n'est-ce pas, une certaine ambiguïté, une certaine confusion dans l'esprit de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant aura cette difficulté à pouvoir percevoir, à pouvoir, n'est-ce pas, définir la trajectoire, le style de vie qu'il veut. Surtout qu'on fait, nous portons, n'est-ce pas, la marque identitaire de nos parents. Donc, les parents doivent
quand même se décomplexer, être direct avec leurs enfants pour leur dire que bon voilà, c'est ce que moi je fais. Et en fonction de ça, l'enfant fait le choix pour dire bon, je ne suis pas obligé, n'est-ce pas, de me définir et par rapport à ce que mes parents font. C'est vrai qu'ils ont leur histoire, mais j'ai le devoir de réussir ma vie, hein, de réussir ma vie pour, n'est-ce pas, leur honorer. Donc c'est très important. Le second volet, ça relève beaucoup plus de la responsabilité de l'État. Parce que la question d'éducation, la question de crise d'enfance, tout ça, n'est-ce pas, manifeste une certaine gouvernance aussi économique et politique même d'ailleurs. Donc l'État doit nécessairement apporter un certain nombre de conditions pour réduire les inégalités sociales aujourd'hui. Et parce que quand vous voyez par exemple cet enfant qui, je ne sais pas, relativement, il a grandi dans un quartier qui voit, n'est-ce pas, ses amis, les week-ends, ils sortent pour aller en piscine, il revient, tout ça, à un moment donné, il est frustré. L'enfant se pose des questions, n'est-ce pas, sur son existence. Il commence par remettre les choses en cause. Que si on ne le maîtrise pas, fondamentalement, il va commencer par, n'est-ce pas, présenter des comportements antisociaux, ou bien il va commencer par développer des haines envers ces genres de situations. Donc c'est très important. C'est vrai qu'aujourd'hui, la question de gouvernance économique au Togo est au cœur de nos gouvernants. C'est vrai, ils font leur part, mais ils doivent aller beaucoup plus en créant des conditions pour que les inégalités sociales, n'est-ce pas, puissent être diminuées et que, bon, on dit, bon voilà, que tout le monde peut réussir au Togo, hein, comme on le dit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'avez pas besoin d'être l'enfant de ministre pour réussir à un concours. Vous n'avez pas besoin d'être le neveu, n'est-ce pas, du président pour être, n'est-ce pas, pour occuper des postes de responsabilité. Aujourd'hui, par exemple, c'est vrai que parfois, et certains exemples qu'on peut donner peut paraître, n'est-ce pas, subjectif, mais je crois que nous, par exemple, moi, je suis issu de l'école de la République, de cette école publique-là, mais ça voudrait pas, ça m'a pas autant condamné, hein, à se sentir diminué, hein, devant des amis qui ont passé toute leur vie en France. Hein. Aujourd'hui, j'anime un certain nombre de forums, je discute avec des amis qui sont en France, je mène un certain nombre d'activités. Et au final, je me dis, mais peu importe la situation sociale de mes parents, je peux être ce que moi je veux. Donc, c'est en quelque sorte la responsabilité de la famille. La première, c'est lui. Et aussi, l'État doit faire un effort pour, n'est-ce pas, réduire les inégalités, appuyer les parents davantage. C'est vrai, au Togo, depuis, je crois, l'avènement du président Faure Gnassingbé, il a décrété une gratuité de l'école. Donc, ce sont en quelque sorte des initiatives qui encouragent, qui suscitent, n'est-ce pas, l'engouement de la part des parents et aussi des enfants. Et je crois qu'on a touché un peu tous les points. Je vais laisser M. Marc donner son mot de fin et conseil à nos téléspectateurs qui nous suivent. Merci. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Tout ce que je peux dire, c'est que éduquer, ce n'est pas punir, mais c'est plutôt enseigner et dire à l'enfant telle chose est comme ça, lui montrer les directives à suivre, etc. D'accord. Merci à vous, M. Guy. Merci pour et la question, la dernière question d'ailleurs. Ce que je voudrais dire, c'est d'abord attirer l'attention des uns des autres, attirer l'attention d'abord des parents, des premiers responsables, pour leur dire que c'est vrai qu'on est dans une crise, si je peux le dire ici, hein, une crise économique qui ne dit pas son nom, mais je ne pense pas qu'ils doivent démissionner. Ils doivent continuer toujours pas à jouer leur rôle de gardien des valeurs sociales, n'est-ce pas, envers ces enfants. Ils doivent toujours être présents, être constants, améliorer la communication envers, n'est-ce pas, les enfants. Alors, l'autre chose aussi, c'est d'attirer, n'est-ce pas, l'attention de nos décideurs. Nous sommes dans un contexte extrémiste violent aujourd'hui. Ce qui se passe, n'est-ce pas, au nord de notre pays, ça doit interpeller tout le monde. Tout récemment, j'avais lu une information sur WhatsApp qu'il y avait un enfant qui était un laveur de voiture au carrefour d'École qui s'est retrouvé
avec, n'est-ce pas, ces groupes terroristes-là. J'ai lu une information comme ça sur l'Étoile. Donc ça doit quand même nous interpeller. C'est vrai que dans l'époque où il n'y avait pas, n'est-ce pas, ces situations de crise économique, l'enfant était perçu comme une bénédiction divine. Aujourd'hui, la problématique n'est plus pensée dans une perspective religieuse. Il faut être rationnel pour dire, mais si je dois choisir le nombre d'enfants que moi je veux, ça voudrait dire que c'est en fonction de mon pouvoir d'achat. Donc, faisons nos choix tenant compte de l'avenir des enfants. Voilà mon mot de fin. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Et c'est sur la citation de Philippe Soler qui dit, je cite, « La maladie de l'adolescent est de ne pas savoir ce qu'on veut et vouloir tout à tout prix. » Laissez vos avis et suggestions, ce fera un plaisir de vous répondre. Les parents, les enseignants, ne soyons pas fatigués, continuez toujours sur le bout de la lutte qui aura la victoire. Et un petit coucou à l'équipe technique qui nous a permis cette réalisation. Et on se dit à la semaine prochaine pour un autre numéro, pour un autre thème. À la suite. Bye.